N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Michel Koko Vitogbe Tomega, la console technique, pendant que Géraud Dakucha s'active à mettre l'émission en ligne pour vous tous qui nous écoutez un peu partout en Afrique, dans le monde et bien sûr au Togo. C'est parti pour le club de la presse de ce jeudi 15 novembre 2018. Il sonne 11h02 et nous démarrons avec Elom Atichogbe du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour Elom. Bonjour Sas et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal FM. Également à nos côtés, Magloire Teko Kenvi de la rédaction de Flambeau des Démocrates. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Et bien entendu, nous sommes déjà au club de la presse et je profite de l'occasion pour dire bonjour spécial à tous les confrères qui se retrouvent à l'heure actuelle du côté de Tunis dans le cadre de la première édition des assises internationales du journalisme. Et ça regroupe plus de 300 journalistes venus du monde entier qui vont plancher sur la corporation qui nous unit, ses défis et surtout le genre journalistique et l'investigation. Et donc ils se retrouvent du côté de Tunis pour plancher sur le sujet. Merci. S'ouvre effectivement aujourd'hui les assises internationales du journalisme de Tunis, capitale de la Tunisie. L'occasion pour nous de rappeler que la presse togolaise est représentée à ces assises, Magloire. Et bien entendu, la presse togolaise est représentée. Nous avons cette chance-là au niveau de notre rédaction d'être invités par les organisateurs et nous y sommes par le truchement de notre directeur de publication, Loïc Lawson. Tout comme nous avons une pensée pour nos confrères qui couvrent actuellement la conférence de presse du mouvement des forces vives Espérance pour le Togo. Ils nous rapporteront la matière incessamment, tout comme ceux des confrères qui continuent à couvrir les cérémonies des 45 ans de la BOAD. Les cérémonies continuent ce matin. Ambroise Konjo, bonjour. Oui, ça c'est bonjour. Bonjour confrères, bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Canal FM. Eh bien, nous commençons avec les trois, avec l'espoir que le quatrième mousquetaire nous rejoindrait incessamment. Il faut justement parler de la queue pour voir le loup apparaître, pas dans la bergerie, mais au club de la presse. Lui qui arbore un joli habit. Vous habillez de mieux en mieux ces derniers temps. Je vous vois passer au club de la presse. Je constate que... Et vieux constater, votre habillement s'améliore au jour le jour. Vieux constater de mon confrère Michel Tchadja. Merci de confirmer ce que je vois. Michel, bonjour. Bonjour Sas, bonjour les confrères présents. Merci. Eh bien, c'est parti. Il arrive souvent que ce que nous, les journalistes, nous disons, nous écrivons dans nos articles, dans nos commentaires, ne plaise pas à tout le monde. La preuve la plus parlante, c'est le président américain Donald Trump qui en veut ouvertement à certains journalistes, notamment de la CNN. Et chez nous ici au Togo, selon ce que vous écrivez ou vous dites, on vous qualifie de ceci et de cela. C'est tout cela qui nous renvoie à ce que l'écrivain français La Rochefoucauld avait écrit, à savoir Magloire, La Rochefoucauld qui avait écrit « Nous ne trouvons guère de gens de bon sens que ceux qui sont de notre avis. » Nous ne trouvons guère de gens de bon sens que ceux qui sont de notre avis. Oui, c'est dire donc que dans la vie, chacun a sa manière de voir les choses. Tout est relatif dans le monde. C'est ainsi que la vérité n'a jamais été absolue. Et donc, chaque sujet que l'on pose, dès qu'il y a une, deux ou plusieurs personnes, il faut se dire obligatoirement que les idées vont diverger là-dessus. Mais l'essentiel, c'est de respecter l'autre dans son opinion. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'expression de la démocratie. Et l'homme, nous encore, cela nous appelle au sens du professionnalisme, nous en tenir à la véracité,
aux informations recoupées avec des commentaires, des articles professionnellement écrits et des commentaires avisés et pourquoi pas équilibrés. Oui, bien évidemment. Je pense quand même que la presse fait de son mieux pour pouvoir informer les populations, informer l'opinion de ce qui se passe un peu partout dans le monde et précisément au Togo. Et donc, il revient maintenant à cette opinion de nous encourager parce qu'on constate que dans tous les pays, il y a une mévente de la presse pendant qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont consacrés à la rédaction des articles, aux investigations, etc. Et il va falloir qu'au niveau de l'opinion, on puisse également nous encourager en achetant nos journaux, en essayant de s'abonner à nos journaux afin que cette presse-là puisse vivre et puisse donner de son mieux. Bien, donc la Rochefoucauld l'a écrit que les gens ne trouvent guère de gens de bon sens que ceux qui sont de leur avis. C'est toujours... le débat est ouvert. Et quant à nous, rapidement, ce matin, j'ai été appelé avec insistance par 3 amis qui tenaient à m'appeler pour me dire qu'un avion aurait craché dans les environs de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema. Je dis bien aurait. J'ai répondu aux appels pour rassurer ces bienveillants amis auditeurs. Et puis quand je suis venu à la radio, je suis tombé sur cet article à la page 4 de Front des démocrates. Magloire, votre journal écrit l'aéroport international Gnassingbé Yadema sous épreuve sécuritaire ce matin. Et vous invitez la population à ne pas céder à la panique. Et pourquoi? Tout à fait. Nous invitons les populations à ne pas céder à la panique parce que il ne s'est agi en rien d'un crash d'un avion, mais c'est plutôt une opération d'intervention qui a eu lieu dans la zone aéroportuaire. En réalité, il s'agit de l'opération Epoulo 2018. Qui consiste donc à converger toutes les forces qui doivent intervenir dans la sécurisation des airs et des personnes qui prennent les vols. Et donc l'opération consistait aujourd'hui donc à mettre en coordination tous les démembrements qui officient dans le secteur aéroportuaire pour que en cas de comment vous appelez ça, en cas de crash, pas crash en tant que tel, mais en cas de sinistre, qu'on puisse rapidement sauver des vies humaines. Et donc c'était de cette opération qui s'est agi ce matin. Eh bien, c'était juste un exercice. En termes consacrés, on parle de simulation. Et c'est vrai que ce matin, dans les environs de la zone aéroportuaire, on a assisté à cette affluence inhabituelle, une forte perturbation, mais comme l'écrit Front des démocrates, c'était juste dans le souci de répondre aux obligations de l'Organisation de l'aviation civile internationale que l'exercice a été testé pour s'assurer que notre aéroport remplit toutes les conditions de sécurité. Mais ce qu'on peut dire là-dessus, Michel, si les gens se sont affolés dans les environs immédiats de l'aéroport, c'est que l'information n'a pas suffisamment passé. Justement, parce que pour ce genre d'exercice, normalement, on devait tenir informer la population. Ce n'est pas un secret. Et d'autant plus que, comme tu l'as dit, c'est un exercice qui obéit aux lois et règles en vigueur au niveau de l'OMC. Et je pense que ça devait revenir aux autorités aéroportières de faire en sorte que la population de Lomé, surtout la population des alentours de l'aéroport, soit au parfum, comme quoi il y a un exercice similaire comme ça pour ne pas faire paniquer les gens. Et comme d'habitude, c'est peut-être le péché mignon de l'administration ici au Togo, parce que les gens n'aiment pas beaucoup parler de ce qu'ils ont à faire, alors qu'ils ont à faire directement à la population, qui a droit à savoir. C'est très important. Comme tu le disais tantôt, si les gens étaient suffisamment informés, les affluences qu'on a ou les perturbations qu'on a constatées, je pense que ça ne devait pas être le cas. Eh bien, c'était juste un exercice qui doit avoir pris fin ce matin. On a voulu juste tester le dispositif sécuritaire de notre aéroport, qui est quand même bien prisé
depuis quelque temps, on peut prendre son avion ici de Lomé et atterrir directement sur le territoire des États-Unis. Cela appelle encore à plus d'exigences en matière de sécurité. Mais l'homme, comme Michel a dit, souhaitait que le directeur général de l'aéroport de Lomé, le colonel Nyamalata et toutes les autorités, qu'on communique, qu'on informe à suffisance avant de tels exercices pour que les gens ne cèdent pas à une polémique, enfin à une panique totalement inutile. Oui, mais c'est ce qui est important. C'est vrai que mardi, mercredi, hier, on a lu un communiqué sur la télévision nationale faisant état d'une simulation au niveau de l'aéroport de Lomé. On a invité la population à ne pas céder à la panique. Mais on constate ce matin qu'il y a la panique, justement. Et donc, ça veut dire que le message n'est pas suffisamment passé, ou soit qu'on s'est limité juste aux médias officiels pour passer le message. Aujourd'hui, tout le monde sait que le gros du travail qui est en train d'être fait plutôt sur le terrain, c'est la presse privée. On sait aujourd'hui qu'il y a des radios qui sont très écoutées, nos journaux sont lus, il y a la presse en ligne, il y a différents supports de communication du privé, mais on constate qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui doit être passé sur des médias, on met seulement l'accent sur les médias d'État et on oublie la presse privée, alors qu'aujourd'hui, on est ici, on a des milliers, des millions d'auditeurs qui nous écoutent. On a nos journaux, chacun a ses lecteurs, et donc chaque journal a ses lecteurs. Et donc, on ne comprend pas pourquoi on doit seulement se limiter aux médias officiels pour faire passer des messages aussi importants pour permettre aux populations de pouvoir passer tranquillement leur journée. Aujourd'hui, regardez, il y a des appels de gauche à droite juste parce que les gens pensent qu'il y a véritablement crash à l'aéroport international de Lomé, alors que c'est une simulation. Et donc, aujourd'hui, il va falloir qu'au niveau de l'autorité, on puisse mettre au même moment les médias officiels et les médias privés à un niveau d'information équitable pour qu'on ne puisse pas véritablement assister à ce genre de panique. Donc, c'était juste une fausse alerte ce matin. Mais hier, Lomé a offert un visage de sécurité à 2 vitesses. Nous le disions tantôt, la BOAD, dont Lomé s'honore d'abriter le siège, souffle ses 45 bougies et l'occasion a été mise à profit pour organiser un grand forum de très haut niveau avec la présence de toutes les sommités de la BOAD. Il y a le président de la BOAD, bien sûr. Il y a également le président de la commission de l'UEMOA. Il y a le président du conseil des ministres. Il y a également le gouverneur même de la BCAO et au sommet, le président en exercice de l'UEMOA, le président burkinabé Alassane Ouattara. C'est dire que dans les environs du siège de la BOAD, c'était sécurité à 1000% hier. C'était juste le contraire dans un quartier périphérique. Et le confrère Le Perroquet écrit ce matin à la page 2, insécurité galopante au Togo, 3 commerçants braqués, une importante somme d'argent emportée. Et la Nouvelle Tribune s'étend également sur le sujet qui écrit insécurité, braquage à Lomé, plus de 13 millions de francs emportés. Et les détails et l'homme dans votre journal, il s'est agi de 2 braqueurs que vous présentez comme lourdement armés, qui opéraient à bord d'une moto et qui ont réussi à neutraliser en pleine journée des personnes à bord d'un véhicule et qui sont partis avec un butin de guerre, plus de 13 millions de francs CFA. Oui, c'est le premier témoignage recueilli sur place après l'attaque au niveau de Bain, en pleine journée, on l'a bien précisé, où on a appris, selon des témoins, qu'il y a 2 individus à bord d'une moto qui lourdement armés, qui ont immobilisé un véhicule qui se rendait à l'aéroport international Gnassingbé et à Démarche, selon les occupants de ces véhicules, justement. Et donc, on les a tenus en respect, on leur a emporté on leur a pris plutôt une somme de 13 millions de francs CFA, plus de 13 millions, parce qu'ils disent que c'est une somme estimée à 13,5 millions de francs CFA, et les braqueurs sont repartis comme ça, tranquillement, et avec des tirs de sommation, etc. Et donc, on a trouvé ça un peu curieux, du moment où ça répond typiquement à des braquages qui ont eu lieu récemment dans la capitale togolaise, que ce soit au niveau de l'aéroport international Gnassingbé à Déma ou au niveau d'Ecobank Togo à Sigamé, où en pleine journée on a vu des gens comme dans un Far West tirer à tout va dans toutes les directions avant d'emporter leur butin, et ça pose véritablement un problème d'insécurité. Et puis on se pose véritablement la question de savoir qui sont ces individus qui
ont ces armes, ces gens d'armes, et qui sèment la terreur dans le pays, et qui braquent d'honnêtes citoyens, qui les tiennent en respect, et qui prennent leurs trésors, leurs fortunes, des fois contre leur vie. Et donc, on interpelle dans ce papier justement le ministre de la Sécurité pour que à tous les coins, ou bien au niveau du pays, on puisse véritablement revoir l'opération, ou bien toutes les opérations de sécurité qu'il y a, parce que aujourd'hui, je pense quand même qu'au niveau de la ville et du Togo, on a des forces spéciales qui sont chargées de pouvoir assurer la sécurité des citoyens. Ambroise, ce qui s'est passé hier à Baie avec des véhicules braqués à bord de leurs véhicules, une importante somme d'argent emportée, cela nous rappelle de tristes souvenirs, ce qui s'est passé au grand marché de Lomé il n'y a pas longtemps, et l'homme rappelait également ce qui s'est également passé dans les abords immédiats de Ecobank Togo. Oui, Ecobank, et puis il y a quelques années, c'était également à l'aéroport de Lomé. Et ce qui est récurrent, ce sont des gens qui opèrent à visage découvert en pleine journée avec des armes de guerre. Oui, c'est ce qui paraît très étonnant. Dans un pays où le permis de port d'armes est bien écrit dans les textes, mais qui n'est pas forcément à la portée de n'importe quel Togolais, je ne crois pas. Sans oublier ce qui s'est produit devant le siège additif de Togocel qui se trouve au niveau de Bukavu. On a eu assassiné un agent de l'ordre comme ça. Je crois que ça pose un problème. Le AK-47 utilisé, ça vient d'où? Où se trouve la commission de lutte contre les armes légères? Ça veut dire que moi, je n'ai pas un permis d'armes. Je ne crois pas que Michel en a, toi non plus. Dans ce pays, qui détient les armes? C'est les forces de sécurité et les armes. On vous dira que... Officiellement, je sais qu'il y a des militaires, selon certaines informations, qui avaient déserté l'armée. Et aussi, on vous dira que les frontières sont peureuses. Mais j'en doute vraiment fort que ces armes-là soient venues de l'extérieur. Qu'est-ce que j'en sais? On me poserait cette question. Mais je me dis que, tel que la ville de Lomé est sécurisée, juste à voir le cordon qui sécurise la sortie et l'arrivée du chef de l'État, ne serait-ce que de sa maison à la présidence ou en allant à l'aéroport, vous comprenez que ce n'est pas aussi évident de voir les gens prendre des armes en pleine ville, sur une moto. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne sont pas sur une voiture pour cacher l'arme. Ils sont sur une moto. Et en pleine journée. En pleine journée. Ça pose un problème d'abord au niveau des services de renseignement et aussi au niveau des forces de défense. Parce que au Togo, vous savez, le discours, la chanson, c'est que les forces de l'ordre sont là peut-être contre les populations au lieu de les protéger contre ces braqueurs dont on parle. C'est ça la réalité. Merci. Alors, il semble que j'ai fait un lapsus. Le président en exercice de l'UEMOA, c'est Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, et pas de Burkina Faso, comme cela aurait pu m'échapper. Mais pour revenir sur ces problèmes d'insécurité, Michel, nous en inquiétons parce que nous approchons encore la fin de l'année. Une situation sociopolitique pas des plus stables. Alors, si les gens doivent continuer à opérer en pleine journée, à visage découvert avec des armes de guerre, et que les équipes du ministre hier de la Sécurité ne nous soumettent jamais les conclusions des enquêtes ouvertes par le passé, il y a quelques soucis à s'inquiéter. C'est vrai, on doit s'inquiéter parce que généralement quand les gens opèrent la nuit, on dit c'est peut-être ils veulent profiter de la nuit. Mais quand ils opèrent pendant la journée, mais ça devient encore plus grave parce que ça veut dire que c'est des gens qui sont des professionnels, qui savent ce qu'ils font. Et quand vous observez de très près, ils ont immobilisé un véhicule parmi tant d'autres. Ça veut dire qu'ils ont une bonne information d'où venait le véhicule, ce qu'il contient. En tout cas, c'est comme ça que je lis les choses. Et donc, ça veut dire quelque part que ces gens qui ont opéré, ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps de se préparer. Ça veut dire que ce ne sont pas des amateurs. Mais maintenant, ce qui m'étonne, moi, c'est que comment est-ce que dans ce pays, où il y a plus de contrôleurs que d'hommes à contrôler, qu'on puisse vivre ce genre de situation. Parce que ce n'est pas
ce n'est pas le premier cas. Et les cas se succèdent et jusque-là, on se rend compte que la sécurité est impuissante devant des situations comme ça, alors que elle aurait dû faire quelque chose pour rassurer les populations, pour dire aux populations que la sécurité veille sur nous et qu'à tout moment, les malfrats et autres doivent être mis hors d'état de nuit. Ce n'est pas le cas, en tout cas dans ce que nous sommes en train de lire, de voir comme en tout cas situation déplorable. Mais je reviens pour dire que ça fait, je pense, de 60 à 2018, ça doit faire 58 ans que le Togo est indépendant. Je ne sais pas si notre police nationale a un hélicoptère. C'est très important en matière de lutte contre les crimes, les criminels et autres. Il faut que les forces de sécurité, notamment la police et la ait un hélicoptère. Parce que ce qui s'est passé il y a de cela quelques années à l'aéroport, ces messieurs, semble-t-il, ils tiraient comme ça, les gens les regardaient comme ça. Ils faisaient le radio dans les villes de oui, ça dit qu'ils avaient un sang-froid. Ils opéraient. Mais si la police avait des moyens adéquats pour faire décoller les 5 minutes après un hélicoptère, peut-être ça peut, je ne dis pas que ça va résoudre, ce n'est pas la panacée, mais ça peut contribuer largement à mettre la main sur ces individus-là. Ce qui s'est passé hier, il semble-t-il que c'est par après que les forces de sécurité sont venues lourdement armées, pendant que les malfrats étaient à je ne sais pas à combien de milliers de kilomètres de là. Après la bataille. Après la bataille. Ils n'ont fait que regarder. Bon, on va nous dire qu'une enquête est ouverte. Bon, on va attendre. Comme on nous a habitués, les attentes au Togo, on attend. Parce que là, ça devient inquiétant, et tu l'as dit sans seulement pour chuter, les faits qui s'annoncent, et on sait qu'il y a une recrudescence d'insécurité lors en tout cas à l'approche des fêtes. Et ça commence déjà à inquiéter les uns les autres, parce que quand on se rend compte que à la sortie de ce studio, vous allez croiser des patrouilles des policiers, des gendarmes et parfois même des militaires, et que malgré cela, que ces individus trouvent en tout cas des failles pour opérer allègrement, mais allez-y comprendre. Mais voilà, le Michel original et originel au Togo, il y aurait plus de contrôleurs que de personnes à contrôler. Eh bien, le ministre Yann appréciera. Oui, Ambroise. Il est très métaphorique, c'est bien. En fait, quand tu posais une question très pertinente concernant les enquêtes qui sont ouvertes, qui ne se ferment jamais. En fait, dont nous n'avons pas les conclusions. Oui, il y en a tellement dans ce pays. Le braquage d'aéroport, on l'a évoqué. La mort d'Atuti Agbobli. C'est-à-dire que soit les gens connaissent ceux qui ont fait ça et ils ne veulent pas fermer l'enquête. C'est deux choses. Soit on connaît et que c'est à l'interne, on ne veut pas. C'est une supposition. Oui, ça dit que c'est des pistes. Même les enquêteurs font des pistes avant d'aller débusquer celui qui a lieu. On vous dit qu'on ouvre une enquête. Dans tout pays, on ouvre une enquête, on ferme toujours l'enquête. On ne ferme pas. Pourquoi on ne ferme pas? C'est la grande question. Soit on connaît les gens qui sont trop proches. Le fait de les débusquer, ça risque d'éclater même toute la maison. Donc on préfère se taire. Soit on n'a pas les éléments pour les débusquer. Donc c'est ça malheureusement le Togo. Il y a des choses qui se passent et qui sont vraiment extraordinaires. Quand on parle des fêtes de fin d'année, nous y sommes. Et c'est le moment où jamais vous allez voir des gens intoxiquer les populations sur les réseaux sociaux. Et il y a effectivement des escrocs qui sont là maintenant. Certains, j'ai lu ce matin un docteur qui appelle tant. Les gens même viennent chez vous à la maison, ils cognent. Il suffit de cogner. Et je lui ai toujours dit de ne jamais envoyer les enfants aller ouvrir les portes. C'est-à-dire, les gens peuvent sonner, faire la sonnerie, appuyer sur la sonnerie. Le monsieur vient, c'est un enfant qui prend, il prend un coup. C'est-à-dire que tout ça là, c'est possible. Donc, il faudrait que, surtout en ces moments où les enfants prennent des ruelles un peu de buissons là et revenir, il faut que les parents surveillent leurs enfants en ce moment. On comprend que vous habitez à Kato, il y a encore des ruelles avec des herbes et que les enfants... en fait, je ne suis pas le seul à vivre dans ces buissons. Il y en a ailleurs et plein.
Il y en a qui font plus de 2 km pour arriver à la maison. Donc, occasion pour nous de saluer nos voisins à Flaos Agbado, à Segbe, à Kato, à Lankoubi, à Brekomega et autres. Voilà. À Yokwe et tout ça. Oui, Magloire? Oui, je voudrais placer un mot par rapport à ce sujet. Vous savez, et ce que moi je ne comprends pas, c'est que vous l'aurez pu constater que le phénomène c'est de plus en plus récurrent, les braquages et tout. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, c'est à visage découvert. Et ce qui s'est passé hier, c'était à Baie, qui n'est pas, enfin, le ministère de la Sécurité n'est pas trop loin de là. Et quand je me réfère encore à ce qui s'est passé il y a quelques années au bord, du moins aux encablures de l'aéroport, je me dis, on a encore du travail à faire. Je reconnais l'efficacité de nos agents des forces de l'ordre. D'ailleurs, on le dit toujours, les forces de l'ordre togolais qui sont dans la mission de maintien de la paix abattent un travail professionnel. Même l'ONU le dit très souvent. Mais quand, sur le plan national, il y a de ces gens d'actes qui se produisent à répétition et qu'on n'arrive pas à mettre la main sur les gens, ça pose un problème. Que ce soit le ministère de la Sécurité, que ce soit la gendarmerie ou la police. Vous imaginez que les gens s'appellent au téléphone pour se fixer un rendez-vous, c'est pas Djagblé ou c'est pas dans les banlieues de Lomé pour tenir des réunions politiques. On arrive à mettre la main sur ces gens-là en les santé parce qu'ils n'auraient pas demandé permission. Mais des gens se permettent de braquer des gens en pleine journée à visage découvert et qu'on n'arrive pas à les prendre. Je dis mais ça pose un problème. Et j'exhorte le ministère de la Sécurité, la gendarmerie, la police à repenser leur stratégie d'intervention. Ça ferait beaucoup plus l'affaire à ces trois institutions-là parce que c'est une question de communication. Dans l'opinion, quand ces malfrats-là viennent s'attaquer à la population et que l'autorité en charge de la sécurité n'arrive pas à mettre la main sur ces gens-là et que des citoyens qui ont une opinion diverse sur le plan politique se retrouvent pour faire leur réunion politique et on les prend les santé, c'est qu'il y a un problème et les gens percevront très mal ce que vous ferez toujours et toujours. Voilà, c'est l'exhortation que moi j'ai. De sécurité publique également qui pourrait, s'il n'est pas résolu à temps, qui pourrait également impacter, voire porter un coup aux efforts du gouvernement dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. Si on peut braquer les commerçants ici et là et emporter leur argent et sans que des mois, des années après, on ne trouve pas les braqueurs, cela pourrait dissuader d'éventuels nouveaux investisseurs de venir chez nous. 3 points de suspension, nous allons maintenant au stade municipal de Lomé. Et vous savez que le Togo se prépare pour accueillir les Fennecs d'Algérie le dimanche prochain. Ce sera dans le cadre du 5e match qualificatif pour la CAN 2019 qui se jouera au Cameroun. Et depuis notre dernière victoire en Gambie, l'espoir renaît. Si jamais le Togo gagnait devant l'Algérie dimanche prochain et qu'on allait faire un bon score au Bénin, donc on pourrait, les éperviers pourraient encore avoir des chances de se qualifier. Alors, les préparatifs de ce match important se déroulent bien et des journaux nous le rappellent, notamment le Perroquet qui écrit que les éperviers du Togo jouent leur survie face aux Fennecs d'Algérie. Ce sera le dimanche prochain et l'équipe se prépare bien, comme je le disais tantôt, notamment avec le confrère courrier de la semaine qui écrit que le groupe des éperviers est désormais au complet avec et surtout le capitaine Emmanuel Cheyi Adebayor, l'emblématique capitaine qui revient participer aux préparatifs aux côtés de ses camarades, et les éperviers s'entraînent au stade municipal de Lomé où ils joueront dimanche. Et puis hier, ces éperviers qui se présentent au stade municipal de Lomé pour s'entraîner, Magloire, savez-vous sur quoi les éperviers et le staff sont tombés hier? Ben, j'ai eu l'information qui, au lieu de découvrir des ballons, des pots et tout ça sur le terrain, c'est des pasteurs qu'ils ont rencontrés là-bas. Et comme un confrère l'avait titré, les pasteurs ont gagné les éperviers hier.
Les pasteurs ont gagné et c'était vraiment incompréhensible ce qui s'est passé hier. J'accuse fondamentalement. On fait d'abord le constat. D'accord. J'ai fait le constat que les pasteurs ont gagné les éperviers hier au municipal. Voilà, et l'homme, Maintenant, laisse-le aller au bout de son idée. Ok, le constat est établi. Bon, on va faire d'abord deux constats. Et l'homme, les éperviers sont rentrés depuis. Et ce n'était pas hier leur premier entraînement. L'équipe s'entraînait depuis. Et qui de droit savait qu'il y avait séance d'entraînement hier. Alors, les éperviers, leur staff qui se transpose au stade municipal de Lomé et qui tombe sur des préparatifs d'une rencontre de pasteurs. Les images ont circulé abondamment, mais les négociations n'ont pas abouti. Au dernier moment, l'équipe a dû se replier sur le stade de l'état-major des forces armées togolaises. C'est là que les éperviers se sont entraînés. Mais la question qui se pose, à qui appartient le stade municipal de Lomé? Et l'homme? Je pense que c'est à l'État, via le ministère. L'État, plus précisément? Le ministère des Sports et la direction. Il y a une direction qui est chargée même de la gestion des stades. Et donc, c'est la direction qui est à même de programmer les activités, les événements en fonction de... Et cette direction-là relève du ministère des Sports. Des Sports. Et c'est le même ministère des Sports qui est le grand patron des éperviers du Togo, n'est-ce pas? Oui, alors, bien comment évidemment. comprenez-vous que le ministère des Sports, qui sait que les éperviers se préparent pour un match important le dimanche, que le même ministère des Sports là concède le stade à une organisation religieuse pendant que les éperviers sont en préparation? Bon, c'est la question que tout le monde se pose. Mais au-delà de ça, il faut voir, parce qu'il faut voir aussi derrière les pasteurs celui qui est là. Mais si la personne qui est derrière les pasteurs au-dessus du ministre vous voyez des Sports, quelqu'un derrière les pasteurs? Il paraît qu'il y a un nom qui circule. Moi, je vais pas m'hazarder à donner le nom, à citer le nom de quelqu'un. Nous sommes engagés à dire ce qui est avéré. Oui, mais écoutez, est-ce que vous ne trouvez pas ça suspect que des pasteurs défient l'autorité de l'État? Vous ne trouvez pas ça suspect du tout? Mais quand même, on est au Togo, on sait ce qui se passe. Mais on dit que derrière les pasteurs, il y a un nom. Le nom est dessus du ministre des Sports. Vous voulez que le ministre dise quoi? Et c'est la question. C'est-à-dire que... Quel est ce fameux nom au-dessus du... Je ne donne pas de nom à ce micro. Je ne cite pas de nom. Mais il y a un problème dans ce pays. C'est-à-dire je ne dis pas que la prière n'est pas une bonne chose. On est tous des chrétiens. Mais entre l'urgence de la situation que représentent les préparatifs des éperviers pour le match contre l'Algérie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 et la prière qu'on devrait faire sur ce terrain, qu'est-ce qui est plus urgent que l'autre? C'est-à-dire il va falloir qu'on puisse aller vers ces préparatifs-là du moment où on n'a qu'un seul stade. C'est le stade Omnisport de Lomé, le stade de Kégué est bloqué pour raison de travaux, et c'est le seul stade entre guillemets, un stade entre guillemets, parce que c'est pas un stade en tant que tel, c'est le seul dont on dispose en ce moment pour l'équipe nationale. Et donc, on laisse ce stade-là entre les mains des pasteurs qui doivent pouvoir faire cela, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a un match qui est prévu et que le match ne pouvait pas être décalé du moment où c'est un match comptant pour une journée des éliminatoires sur le continent. Et là, on pouvait demander humblement à ces pasteurs que de décaler d'une semaine ou de quelques jours leur prière ou leur croisade ou leur journée de prière pour que les éperviers puissent spécialement prendre cette semaine pour les préparatifs du moment où ils sont juste campés à côté du stade, c'est-à-dire l'hôtel 2 février. Mais quelle ne fut ma surprise hier de constater que il y a des gens qui sont là et qui ont dit aux éperviers de replier chemin, de rebrousser chemin, et parce qu'ils sont là. Et puis finalement, on est allé s'entraîner sur un stade, un terrain non homologué par la CAF. Non mais écoutez, non, franchement, je ne sais même plus quoi dire. Mais je suis quand même surpris. Si on suit le club de la presse, on ne devrait pas être surpris. Le vendredi dernier, j'ai reçu dans ce studio 2 pasteurs de l'église chrétienne rachetée de Dieu qui avaient annoncé que leur supérieur, le pasteur Adébouye, allait arriver à Lomé le 13 novembre, qui aura cette croisade-là au stade le mercredi 14 et que la cérémonie continue ce matin avec une conférence des leaders. Bon, le problème, Michel, du moins depuis le club de la presse, depuis vendredi, on savait que l'église là allait tenir une croisade sur le terrain. Alors, et les organisateurs et celui qui gère le stade, comment est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre les dispositions pour nous épargner cette scène affligeante là hier?
Non, c'est une preuve que, à des niveaux donnés, il y a des gens qui se prennent plus puissants que l'État. Il y a des gens qui pensent que le pays les appartient. Le Togo, c'est à eux, ils font ce qu'ils veulent. Parce que ce qui s'est passé hier est l'expression du désordre, de la pagaille qu'on peut constater à un niveau donné de l'appareil de l'État. Parce que c'est inacceptable. Tu l'as bien dit, tu as reçu des pasteurs ici. Ils devaient arriver depuis vendredi. Mercredi, ils devaient arriver. Ils ont annoncé tout le programme, voilà, dont la croisade hier au stade municipal de Lomé. Entre croisade et l'entraînement des éperviers, ils devaient avoir un choix. Surtout sur le lieu. C'est-à-dire sur le lieu. Ils devaient avoir un choix. Qui devait normalement être sur les lieux hier? Je ne dis pas que ceux qui sont là-bas pour prier, c'est mauvais. Non. Ils prient, c'est bon, c'est pour le Togo, c'est pour les Togolais. Mais si on a des gens capables de gérer des situations, je pense qu'entre les deux événements, on sait celui qui passe prioritairement au stade municipal. En ce moment précis. En ce moment précis. On devait savoir entre les pasteurs et les éperviers qui devaient être là-bas. Si les gens le savent, parce que quelqu'un quelque part, il tape dans sa poitrine que bon, c'est nous, on fait ce qu'on veut, mais on va continuer comme ça. Il faut à un moment donné que les gens comprennent que l'État est plus fort que tout le monde. Vous avez dit l'État est puissant, mais cette puissance, ce n'est pas pour écraser ses fils et filles, non. Mais l'État passe avant tout. Et qu'on nous dise que certains se sont organisés pour chasser nos éperviers, qui sont allés s'entraîner dans la poussière, C'est le terrain des militaires. Hein. Oui, oui. Mais d'abord même, il faut dire merci à ces militaires parce que ils ont bien arrangé leur stade là, leur terrain là, ce qui fait que au moins on pouvait jouer. Avant, c'était pas comme ça. Tu vois. Et s'ils n'étaient pas allés, dis-moi, ils devaient aller à Maceda ou bien c'est où pour s'entraîner? Ou voilà, pour s'entraîner. Ou bien peut-être à Yadé. Bon, si c'est pas trop loin, c'est pas mauvais aussi. Mais ce que fondamentalement, au-delà de ce que nous disons, c'est que il y a de la pagaille qu'on observe de temps en temps dans certains pans de la, en tout cas dans certains pans de l'administration de notre pays et qui n'honorent pas ce que nous sommes en train de dire ici. S'il y a quelqu'un aux États-Unis qui nous suit, il va dire mais c'est quoi au Togo là, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne nous honore pas, ce n'est pas normal. Merci. Ambroise, l'autre question qui se pose, vous savez, la qualité même de la pelouse du stade municipal fait polémique. Je ne vais pas revenir sur le fait que Adebayor ait boycotté le dernier rassemblement des éperviers et pendant que le Togo jouait contre la Gambie, je crois, quand il y a eu plus. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, sur cette pelouse qu'on n'a pas, enfin, je ne sais pas si on l'a déjà changé, et on autorise les fidèles à aller piétiner un peu le gazon synthétique à quelques jours de ce match officiel. Comme disait Michel, quand même, on devrait pouvoir trouver priorité à un moment précis. Oui, moi je suis chrétien, moi j'adule tout ce qui adore Dieu. Hein. Mais ce qui est aussi regrettable, vous savez, il y a des églises que l'on doit fermer dans ce pays. Non, la question n'est pas là. Oui, c'est comment accorder qu'on aille faire une activité religieuse sur le terrain. C'est mon point de vue. Que Dieu m'en pardonne, mais je suis désolé. Paul Kagame l'a fait. Parce qu'il y a des vendeurs d'illusions, il faut le reconnaître. Ce ne sont pas des pasteurs. Je ne dis pas que Adeboye, lui, on connaît sa réputation, sauf que le lieu choisi n'est pas bon à ce moment. Ça aussi, il y a aussi des visées politiques derrière tout ça, parce qu'on a eu des informations. Parce que quand vous voulez prier pour un régime qui est là depuis 50 ans, il faut le faire, il faut tout faire pour renvoyer les joueurs. Ça aussi, on sait ça. Donc, ce qui veut dire que quelque part, ce n'est pas anodin. On a entendu les noms comme Ige Olatokumbo, qui serait derrière ça, elle est nigériane, Adeboye est nigérian, il y a des pasteurs ici qui soutiennent ça, d'accord, mais ils ont mal choisi le mauvais moment, parce que les éperviers, le terrain, le stade même est conçu pour les joueurs. Je ne me trompe pas. Leur maison, en fait. C'est la maison des joueurs. Ouais.
Et c'est l'intérêt national. La prière, c'est bon. Vous savez, quand vous êtes... Un homme assis devant moi peut prier sans que moi je le sache. Ça, beaucoup aussi l'ignorent. Ce n'est pas du boto-boto qui fait envoyer le message vers Dieu. La Bible même le dit. La Bible le dit dans l'un de ses versets. Que ce n'est pas du fait du boto-boto qu'on dit qu'on va envoyer un message à Dieu. C'est quoi boto-boto en français? Ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ça aussi, c'est écrit dans la Bible. Donc, c'est pour vous dire que le fait même de piétiner, de sauter sur le gazon synthétique là, piétiner en criant que Dieu doit descendre, il faut tirer l'habit de Dieu pour alimenter là. Ça aussi, c'est un faux problème. Dans ton cœur, tu peux prier. Dans ta mentalité, tu peux prier et Dieu exauce. Il faudrait que les gens apprennent ça aussi. Ça là, ce qu'ils font là-bas là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux qu'ils prient pour la paix au Togo. Mais il faut aussi prier que ceux qui dirigent le pays aient l'écoute de Dieu. C'est-à-dire que soient guidés par l'onction et l'Esprit Saint de Dieu pour quitter le pouvoir aussi. Laisser la place aux autres. Eh bien, j'ai approché c'est l'autre chose qu'on ne dit pas. De l'entourage des éperviers de la fédération. Ils ont pris avec un flegme, un fair play qui disent que la prière d'hier pourrait éventuellement aider les éperviers à l'emporter sur les fenêtres d'Algérie le dimanche prochain. Ça, vous savez, cette réponse, c'est une réponse philosophique que votre ami vous a donnée. Parce que c'est une question de réseau autour du chef de l'État qui a imposé cela aux joueurs. Et ils ne peuvent rien faire. Très bien. C'est ça. Je vous informe. C'est-à-dire que tout le Togo sait, ça fait plus d'1 an que le Togo a match dimanche. Le calendrier établi par la CAF date, ça fait plus d'1 an. Le ministre de la Jeunesse et Sport a donné, enfin, a fait passer l'information, mais on ne sait pas comment les gens se sont arrangés. Ils ont étouffé l'information et on a eu ce qu'on a eu hier. Mais techniquement parlant, ça veut dire qu'on parlait déjà de l'état de la pelouse. Mais avec cette croisade, c'est vrai, on adore Dieu, mais on se retrouve avec des tessons de bouteilles sur la pelouse. Alors, vous avez été hier? Je suis désolé, mais c'est le team manager. Comment vous appelez ça? Augustin Amégan qui l'a dit. Que on laisse passer, on laisse organiser ces événements sur la pelouse et après quand les joueurs descendent sur le terrain, c'est des tessons de bouteilles qu'on retrouve et ça ne fait pas bien. Parfois de conséquences, des risques de blessures. Absolument. Et hier, les joueurs étaient obligés de se retrouver à l'état-major pour jouer. Pour s'entraîner. Pour s'entraîner. Alors que quoi? Le Togo a match à 16h. Et dans les préparatifs de ce match, techniquement, il faudrait que les projecteurs soient allumés déjà vers la fin de la première mi-temps. Mais demandez-vous hier à l'état-major ce qui s'est passé. Il n'y a pas, puisque c'est Dito qui joue là-bas. Déjà à 17h, le championnat prend fin. Les éperviers ont joué, puisque c'est une question de timing et de technicité. Ils ont joué jusqu'à la tombée de la nuit. Quand vous voyez l'interview accordée au capitaine Adeba à la fin de l'entraînement d'hier, c'est dans la nuit. Il y avait une petite lune au ciel quand même hier. Ben, si cette lune peut permettre à ce qu'on gagne l'Algérie le dimanche, c'est bien. Mais on rit bien, mais au-delà de tout, il faut vraiment dire au chef de l'État de stopper cette pagaille autour de lui. Ce n'est pas parce que tu as la chance d'être conseiller du chef de l'État et pasteur à la fois que tout le Togo a match. Nous avons recruté un entraîneur qu'on paie à plus de 25 ou 30 millions de francs CFA. Ça aussi, les Togolais en parlent beaucoup. Les résultats ne sont pas aussi trop bons que ça. Aujourd'hui, si je ne le souhaite pas, si les résultats ne sont pas bons dimanche, l'entraîneur dira que j'étais arrivé pour me préparer, c'est des pasteurs que j'ai vus. Comment est-ce que je vais faire pour gagner? Et puis il aura raison. Ah, et il aura raison. Donc je dis, le chef de l'État, il est le patron. Il doit mettre fin à cette pagaille. On connaît des noms, on ne va pas les donner ici, mais c'est ses amis qui ont fait ça. Mais ça arrange qui? Ça arrange qui finalement? C'est lui qui ça arrange. Est-ce qu'un chef d'État va encore gérer la location d'un stade? Non, laissons Fornia-Singwe dans tout ça. Dieu ne connaît pas politique. Si les passeurs qui étaient là, s'ils étaient à Goura Senghor ou bien au stade d'Agoué-Nivé, s'ils priaient, Dieu va exaucer leurs prières. C'est une question de lieu. Et quand on prie, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas une affaire. Je voulais répondre, dire à Ambroise que ce n'est pas une question de prier pour un régime. Non, ce n'est pas ça. Quand on prie, c'est pour tout le monde. Ça n'a pas, on ne cible pas une prière. Même si dans l'intention,
on peut dire On que fait des requêtes. on fait ceci, mais Oui, c'est la ce que j'ai prière est pour tout le monde. Là, c'est Tu une comprends? requête. C'est la question de lui qui se pose. Et celui qui a carburé très fort pour que la cérémonie de ces pasteurs-là ait lieu au stade, en lieu et place de l'entraînement. C'est de ça qu'il est question. Moi, le reste là, ça ne m'intéresse pas. Moi, Voilà. ça m'intéresse. Fort Gnassingbé, ce n'est pas lui qui a demandé aux gens d'aller organiser. C'est des gens, et c'est en cela que je suis en partie d'accord avec Magloire. C'est des gens qui se disent que bon, c'est à nous, quoi, c'est nous. On va nous faire comment, quoi? Et on a le poids, on va décider. Non. Si ça continue comme ça, vous pensez, vous savez, quand les gens se comportent comme ça, demain, si quelqu'un d'autre, un clan décide aussi de amener des pasteurs prier le jour même du match au stade de Kégué, on va faire comment? Hein? Donc il faut à un moment donné, comme Makoula le disait, disciplinez, vous avez la gestion du pays, mais le pays n'est pas à vous. Il faut quand même si vous pouvez être conseiller du chef de l'État, mais c'est d'ailleurs là-bas que vous devez avoir le bon sens pour aider le chef de l'État, de prendre des décisions qui créent de la polémique et qui créent par ricochet des problèmes au chef de l'État. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas, on ne conteste pas le fait qu'on a amené les pasteurs pour prier. Moi, je suis, il fallait même les amener à Gouaï. Je suis très proche de là. Prier, ça peut nous aider. Vous comprenez? Mais c'est le lieu qui est problème. C'est pas lieu et le moment. Le moment. Hein? Alors que c'est clopin qu'on est en train de prier pour que les éperviers s'en sortent. Mais si on ajoute des difficultés dans l'enterrement de ces éperviers, mais je suis en train de voir comment... On est en train de leur fournir des arguments alibis pour justifier leur non-qualification. Leur non-qualification. Voilà. Donc, vraiment, ceux-là qui amènent ces gens de pasteurs, nous sommes d'accord pour prier pour le Togo, pour les Togolais, mais il y a des moments où et des lieux où il faut quand même voir lorsqu'ils sont là. Merci. Nous quittons le stade municipal de Lomé pour nous aventurer maintenant au siège du nouveau Parlement, au nouveau siège de l'Assemblée nationale. Et là, vous savez que les députés sont convoqués par le président pour 3 sessions plénières cette semaine. Il se pourrait que les députés soient en commission, bien en plénière, planche sur le projet de loi que le gouvernement leur a envoyé, qui porte réforme constitutionnelle. C'est sûrement cela qui vous a mu avec cet article à la page 3 de la Nouvelle Tribune. Togo, mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO, les réformes politiques qui pourraient connaître un second souffle. Oui, c'est une analyse que nous avons faite ce matin dans notre parution par rapport au dernier développement de l'actualité, parce que sur ce plateau, justement, chaque fois que nous venons, nous parlons des réformes et nous nous posons la question de savoir véritablement quand est-ce que ces réformes seront mises en œuvre ou effectuées pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir faire plutôt profiter de cela à tout le peuple. Ça fait quand même 10 ans, sinon plus, parce que depuis août 2006 à la signature de l'accord politique global avec le reliquat que vous connaissez qui n'a jamais été mis en œuvre, et on est passé par les recommandations de la CVJR qui sont quand même d'actualité également, où on a recommandé la mise en œuvre des réformes constitutionnelles et institutionnelles, et donc tout un tas de documents qui restent dans les placards, et jusqu'à ce que le 31 juillet dernier, la CEDEAO ait dit aux acteurs politiques de pouvoir aller vers des réformes constitutionnelles institutionnelles, et a précisé même la manière dont ces réformes devront être faites et les articles qui devraient être touchés, et pour pouvoir aller très très vite et bénéficier plutôt d'une certaine sortie de crise. Mais malheureusement, on constate que début novembre, où le gouvernement a adopté son projet de loi déposé sur la table de l'Assemblée nationale, que l'opposition, cette semaine, en début de semaine déjà, dit qu'elle ne votera pas ce projet de loi parce qu'ils vont pas se battre pour, au finish, avoir des réformes au rabais. Si je cite un leader de l'opposition togolaise, et que ce projet de loi du gouvernement ne répondait pas à leurs attentes. Et donc, ça nous a amené à faire une petite analyse dans notre parution ce matin pour se poser un certain nombre de questions. Parce qu'on sait que les réformes ont toujours divisé la classe politique dans ce pays, que ce soit l'opposition qui demandait la rétroactivité de la loi depuis le CST, le collectif Sauvons le Togo, même avant la signature de la PG d'août 2006. Et c'est la question de la rétroactivité qui a fait qu'on n'a jamais mis dans la Constitution, on n'a jamais révisé la Constitution pour dire que le chef de l'État devrait être élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois,
et qu'il ne devrait pas se présenter pour un autre mandat. Et donc, on se rend compte que finalement, il y a un problème, c'est-à-dire par rapport à la classe politique elle-même, parce que on ne peut pas faire tout cela. Et les recommandations de la CEDEAO sont là par rapport aux réformes. Et le projet de loi que moi j'ai lu, qui a été déposé sur la table du gouvernement, qu'on a repris ce matin dans la parution, les articles sont tellement clairs par rapport à cela. Et je me pose des questions de savoir véritablement ce que la classe politique veut pour ce pays. Et si on a ce projet de loi au moins portant révision de la Constitution, et qu'on ne peut pas ensemble faire des concessions pour dire, bon, ça au moins, c'est ce que la CEDEAO a demandé qu'on fasse. Et il faut qu'on aille. La CEDEAO, c'est ce que les Togolais demandent depuis des années. Voilà ce que les Togolais demandent. Et c'est ce pourquoi nous nous sommes battus depuis 2006 à l'accord politique global, en passant par le collectif Sauvons le Togo, tout ce qu'il y a eu, les réformes, rétroactivité de la loi, non-rétroactivité de la loi. On a fait ce débat depuis des années. Et pour une fois, pour une énième fois, la CEDEAO est venue dire, bon, faites ça comme ça. On nous a même donné les articles qu'on doit retoucher dans la Constitution. Et mieux que ça, la CEDEAO nous a adjoint un expert en droit constitutionnel. Et avec tout ça, les gens trouvent encore à dire que non, on ne vote pas parce qu'on ne va pas accepter des réformes au rabais. Non mais écoutez, donc, franchement, merci. Le projet de loi que le gouvernement a adopté et qui est maintenant soumis aux députés porte sur 3 articles. Un article porte sur le mode d'élection du président de la République, un second article sur la durée et le nombre de mandats présidentiels, et le troisième sur les conditions de nomination ou bien de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Tout cela rebondit après la fameuse rencontre que le facilitateur Alpha Condé a tenue à Conakry. Et justement, Front des démocrates, vous écrivez, Magloire, nouveau défi. Et vous relevez que Conakry n'a pas été de bons augures. Depuis que Conakry a eu lieu, tout le monde se lâche, le pouvoir par-ci, la coalition par-là, le Front citoyen Togo debout encore ici. Et vous écrivez même que le bon sens semble avoir quitté les différents états-majors et tous se déchaînent pour jouer au jackass. Jackass, c'est un mot de jeu que nous affections quand nous étions enfants. Jackass, c'est un jeu sans règles. Ah oui, hein, c'est devenu un fourre-tout où chacun s'y donne à son loisir et on ne comprend plus rien. À un moment donné, on avait l'impression comme si Conakry allait constituer la solution. Mais bizarrement, à leur retour, comme nous l'avons écrit, tout le monde se lâche. Et le pouvoir convoque le corps électoral sans tenir compte du fichier électoral en question. Qui n'est pas encore formellement établi. Il faut le rappeler. Et en réplique, le Front citoyen Togo debout, qui a répliqué pour dire ça n'a pas de sens, et pour cela appelle les Togolais, n'est-ce pas, à prendre leurs responsabilités, et la C14 aussi en réplique toujours, n'est-ce pas, à boycotter non seulement la cérémonie de prestation de serment de ses membres devant la Cour constitutionnelle, mais également boycotte les 3 jours de prolongation, n'est-ce pas, du recensement. Et tout ce beau monde aujourd'hui se tourne un peu vers les organismes internationaux qui nous aident à sortir de ce pétrin-là, n'est-ce pas, la CEDEAO. Mais dans notre analyse, nous avons relevé que aujourd'hui, que ce soit la CEDEAO ou le G5 ne viendront pas offrir, n'est-ce pas, l'alternance sur un plateau d'or aux Togolais. Il revient aux Togolais de prendre leurs responsabilités et d'œuvrer ensemble pour que nous puissions nous sortir de cette situation. Et nous disons que fondamentalement, chacun doit faire sa part pour que le Togo puisse en sortir. Eh bien, le tableau, Michel, depuis la semaine dernière, le gouvernement a pris des décrets pour convoquer le corps électoral pour le 20 décembre prochain. Dans la suite, la CENI a rendu public le dépôt des candidatures. Le dernier délai, c'était hier, mais la CENI proroge le dépôt des candidatures jusqu'au lundi prochain. Dans le même temps, la même CENI, appuyée par le gouvernement, décrète 3 jours de prolongation du recensement. En réponse, la coalition interdit à ses représentants d'aller prêter serment à la CENI, la même coalition qui annonce
le boycott des 3 jours de recensement, la coalition dit ne pas aller déposer les dossiers pour les élections législatives fixées au 20 décembre. C'est tout cela que Liberté ramasse pour écrire à la page 3 que la coalition des 14 partis décidait à ne pas cautionner des élections que cette coalition qualifie de frauduleuses. Vous savez, aujourd'hui, c'est une énigme. La situation dans laquelle, en tout cas, les politiques nous ont amenés actuellement, c'est un peu complexe. Il faut être un magicien pour pouvoir décortiquer et faire comprendre aux gens ce qui se passe. Sinon, c'est bizarre. Au même moment, tu as tout dit. Tu l'as dit au même moment que le gouvernement, la CENI, prennent des dispositions pour faire en sorte que leur adversaire en face, c'est-à-dire la C14, le camp d'en face puisse rejoindre le processus. On a l'impression que depuis le retour de Conakry, le fossé se creuse davantage entre d'un côté le pouvoir et la C14 et la CENI et la C14. Donc ça devient un peu complexe parce que tout ce qui se passe aujourd'hui avec les 3 jours que la CENI et au-delà de la CENI, la CEDEAO a aussi entériné pour permettre aux militants de la C14 et surtout aux leaders de s'inscrire et puis comment vous l'appelez, tout récemment la sortie du groupe des 5 qui aussi encourage la C14 à quand même aller s'inscrire. Tout ça là, la C14 a mis ça de côté. Je pense que cela n'est pas de nature à faire avancer le processus dans la sérénité. Parce que aux dernières nouvelles, nous avons appris que les tractations seraient en cours pour le retour au pays de Tikpi Achadam. Tout ça, c'est dans le sens d'apaiser, de donner confiance aux acteurs politiques pour que le processus soit bien mené. Mais d'une façon pacifique et inclusive. Parce qu'à un moment donné, dans certains milieux, on a commencé à réclamer le retour de Tikpi Achadam au pays. Et à ce propos, des tractations se poursuivent. Nous avons appris que Tikpi Achadam serait hors du continent et que d'ici demain, il va revenir. Et ça veut dire que ce qui est prévu, selon nos informations, c'est que faudrait que Tikpi Achadam arrive avant même les élections. Vous voyez, c'est une preuve que à des niveaux élevés, que de la CEDEAO et du pouvoir, en tout cas, des sacrifices sont en train d'être consentis. En tout cas, pour des tractations en cours. En cours actuellement. Parce que on nous a dit que du pays où Tikpi Achadam était, il est sorti, il est allé dans un pays au Moyen-Orient, dont je garde le nom du pays, mais qui sera là à partir de, si tout va bien, demain. Et donc, il faut toujours nuancer, parce qu'au Togo, quand vous annoncez des choses, non, ce que j'ai dit, oui. Si tout va bien, il va retourner dans le pays où il n'était pas, au Togo. Et c'est à partir de là que les négociations se font pour son éventuel retour au pays ici. Je ne dis pas que demain matin, Tikpi Achadam arrive à le mener. Non, je ne l'ai pas dit. C'est pour dire aux gens qu'il y a des choses qui se font toujours dans le sens d'amener la C14 à prendre en tout cas, à jouer à jouer sa partition pour que le processus soit mené à terme. Et puis, quand vous vous rendez compte aussi que bientôt
les partis, en tout cas au Parlement, sont appelés à se prononcer par rapport au projet de loi voté il n'y a pas longtemps par le gouvernement. Et comme vous observez aussi, vous écoutez dans les rangs de la C14 où on annonce les couleurs de leur non-participation ou de leur refus de voter. Ça aussi, ce n'est pas de nature à faire avancer les choses. Parce que demain, dans tous les cas, les élections auront lieu le 20 décembre. Mais s'ils ne sont pas là, je ne pense pas que c'est pour faire du mal au pouvoir ou bien à qui. C'est eux d'abord eux-mêmes. Et après, on verra. Parce que, justement, ce qui est essentiel aujourd'hui avec la sortie du groupe des 5, c'est que toute la communauté internationale est préoccupée par le fait qu'il faudrait que l'opposition, quand même, joue son rôle. Et si elle ne le fait pas, je pense que c'est regrettable. 93.5 Canal FM. Nous revenons ici au studio avec les mêmes confrères autour de nous sur le même sujet. Écho du pays qui écrit processus électoral et menace de boycott de la C14. Malgré les calculs politiciens du pouvoir, est-ce que la coalition pense réel politique? C'est l'interrogation de Écho du pays. Pour sa part chronique de la semaine, écrit lui à la page 14 que la coalition qui viole la feuille de route accuse la CEDEAO de prendre faits et causes pour le pouvoir. Autre journal encore, c'est Flambeau des démocrates, qui écrit lui à la page 3. Flambeau qui écrit donc à la page 3 le G5, à savoir les ambassades d'Allemagne, de France, des USA, et la représentation de l'Union européenne et le système des Nations Unies, le G5 coupe la poire en deux. Et justement, Ambroise, c'est cette sortie du groupe de G5 qui fait monter en flèche les commentaires, pour ne pas dire les polémiques. Oui, je crois que ce G5 aurait mieux fait de se taire, hein, parce que quand vous êtes des ambassadeurs, vous êtes dans un pays, vous vivez ce que le peuple vit dans le pays. Je crois que il serait très maladroit de prendre une position pour un camp. Quand vous lisez le communiqué du G7, si c'est un communiqué authentifié, vous comprendrez que aucune part le G5 ne s'est préoccupé du respect de la feuille de route, des points contenus dans la feuille de route. Si, quelque part, le G5 exhorte le gouvernement à accélérer les mesures d'apaisement, oui. Le même G5 qui demande à la coalition de saisir les occasions de rattrapage ou bien de prolongation pour le recensement. Non, justement, c'est là où ce G5-là est en train de fauter. Le Togolais nous ne sommes pas des cons dans ce pays. Est-ce que la manière dont ça se fait ici, c'est comme ça se fait dans leur pays, en Chine, en France et aux États-Unis? Il n'y a pas la Chine dedans, hein. Bon, de tout ce que l'on lit dans ce G5, les déclarations entre-temps de certains ambassadeurs, notamment celui de l'Allemagne, trahissent d'ailleurs la position biaisée de ces chancelleries-là. C'est les hommes qui animent les chancelleries. Moi, je n'ai rien contre les chancelleries, mais c'est les hommes qui les animent qui sont souvent des hommes à redouter en matière de positionnement pour des intérêts. Je veux même les élaguer pour m'en libérer et s'occuper de l'essentiel. Le problème qui se pose par rapport à la mise en œuvre de la feuille de route, quand vous feuilletez la feuille de route, vous comprendrez que aucun des points inscrits sur la feuille de route n'est à ce jour réglé. Mieux, le pouvoir est en train d'avancer. Les gens sont en prison. Il y en a 40 personnes, plus de 40 personnes qui sont en prison. Les réformes constitutionnelles n'ont pas été encore faites. On parle d'élections consensuelles et inclusives. Cela n'a jamais été fait. C'est la CENI de Katanga qui court bien avant même que les 8 ne rentrent dans la CENI. La preuve, ils n'ont même pas prêté serment. Maintenant, je sais que la C14 ou certains partis parlementaires de l'opposition avaient envoyé 47 articles pour modification de l'Assemblée. Quand on parle de consensus, pourquoi le gouvernement n'appelle pas la C14 à envoyer leurs articles, d'étudier ça ensemble à l'Assemblée pour adoption? Ils prennent juste 3 articles. Le débat devrait avoir lieu à l'Assemblée. C'est le gouvernement qui a envoyé un projet de loi. Oui, mais il y aura un débat là-dessus. Non. Il faut tenir compte de tous les articles dont parlent ceux qui sont dans la rue. C'est ça. Donc, maintenant, on parle de la feuille de route de la CEDEAO.
Non, là, on se mélange. Qu'est-ce que le peuple réclamait dans la rue? Non, vous avez commencé par la feuille de route de la CEDEAO. Je sais. Mais qu'est-ce que le peuple réclame dans la rue? Oui, Même si on s'en tient à ce que la feuille de route dit. Quand vous allez au Bénin, l'article 44 ou 43 de la Constitution du Bénin, qui parle par exemple de en aucun cas. Quand vous allez au Burkina, il y a en aucun cas. Quand vous allez au Ghana, il y a une phrase similaire en anglais. Mais quand vous venez au Togo, il n'y a pas ça. Alors justement, est-ce que, disons, le projet de loi que le gouvernement a envoyé à l'Assemblée ne pourrait pas faire l'objet de débats enrichis au besoin? Sauf que le gouvernement n'a pas approché la C14 pour lui demander des propositions venant de ce regroupement-là. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, quand on parle de l'article 100, vous voyez, ce gouvernement prend toujours les gens de court et joue à l'intelligence. Mais la ruse a beau être rusée, mais la malice aussi est souvent devant. L'article 100, par exemple, dont on parle, qui parle de la recomposition, je crois que c'est l'article 100 de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle devrait être recomposée de façon paritaire aussi, si on veut aller dans le sens consensuel. C'est écrit. C'est mon avis. C'est mon avis. Ah, ok. Oui, moi je donne l'avis. Ouais. Pas forcément consensuel, mais qui puisse répondre à une certaine neutralité. La Cour n'a jamais été neutrale. Le président est de partis unis. Vous comprenez que les gens adulent cette Cour-là qui proclame chaque fois le parti EPT uni, chaque fois gagnant d'une élection dans ce pays. Donc c'est pour vous dire que quelque part, ils sont en train de tailler les dés en leur faveur. Mais je dis et je le rassure, à mon avis, que la probabilité est forte que les élections de 20 décembre n'auront jamais lieu. Parce que d'abord, les Togolais n'ont pas la tête pour aller à ces élections parce que c'est à quelques encablures des fêtes. Ça, c'est un. Merci. De deux, oui. Les gens vont courir pour aller chercher de l'argent ou trouver de l'argent pour acheter de l'habit à mon enfant ou trouver de l'argent pour acheter des chaussures et à manger. Les gens courent derrière les élections. Quand on le dit, ils ne veulent pas comprendre. Alors, pour ce qui est du ils n'ont qu'à aller. qualificatif ou des intentions prêtées aux gens à tort ou à raison, nous revenons à la pensée du jour de La Rochefoucauld qui écrit que nous ne trouvons guère de gens de bon sens que ceux qui sont de notre avis. Revenons donc dans le débat avec Togo Matin qui revient sur la sortie du G5 qui écrit des aveux du groupe des 5 en vue de la réussite des élections du 20 décembre. La diplomatie internationale se met en marche, ce qui constitue un revers pour la C14. Alors Liberté consacre pas moins de 3 articles à la dernière sortie du G5. Je lis d'abord à la page 3, dans la rubrique sans détour, le groupe des 5 opte pour la démocratie du nègre. Le même Liberté qui écrit G5, encore une sortie méprisante contre les aspirations du peuple togolais, avec ce bout de phrase, un citoyen togolais qui demande aux ambassadeurs, c'est comme ça qu'on fait les élections démocratiques chez vous. Et puis cette fois-ci, à la page 5, dans la rubrique libertinage, c'est écrit, sur la base d'une caricature, le groupe des 5 pour des élections frauduleuses. Voilà, et là, ça devient un jeu. Les Togolais s'en remettent à un arbitrage extérieur, mais dès lors que l'observateur ou l'arbitre se prononce, on voit en lui un saint ou bien un démon. Oui, mais c'est malheureusement le triste constat. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu parce que quand la classe politique ou l'opposition rencontre les ambassadeurs, ce qu'ils nous disent après, c'est qu'ils ne sont pas habilités à livrer le contenu des discussions au peuple ou à leurs militants. C'est ce qu'ils viennent nous dire, nous, ici. Que non, qu'on n'est pas obligé de... Mais vous êtes... Après, si on sonne un communiqué, vous dites que non, que c'est un communiqué plat, que vous ne vous reconnaissez pas dedans. Ce que vous allez dire aux gens, est-ce que nous on sait? Bon, donc moi je ne veux pas rentrer dans ce jeu. Quand vous rencontrez les ambassadeurs, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il faut nous le dire fidèlement. Comme ça, demain, si un communiqué, on sait comment situer les responsabilités. Le groupe des 5, c'est pas des gens ce sont pas des neuneux. Si aujourd'hui ils sortent ce communiqué, c'est parce qu'ils ont ils ont suffisamment analysé la situation, ils ont rencontré tous les protagonistes, ils ont même assisté aux réunions du comité de suivi. Ils sont toujours dans la salle. Mais ce qu'ils se disent là-bas, nous on ne sait pas. Mais eux, ils observent, ils écoutent, ils voient. Et c'est en fonction de tout cela qu'ils sont en train de sortir leur communiqué. Moi, j'ai toujours dit sur ce plateau que quand les gens rentrent dans la salle de l'hôtel 2 février là-bas, ce qu'ils se disent, on ne sait pas. C'est devant nos micros qu'ils crient quand ils sortent. C'est ce que moi j'ai toujours dénoncé. C'est-à-dire quand ils rentrent dans la salle là-bas, là, ils ne crient pas.
Ils ne disent rien. Quand ils sortent, ils disent que non, que ça s'est mal passé, les élections n'auront pas lieu, on n'est pas content. Mais dans la salle, on constate qu'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas du grabuge. Est-ce que vous avez une fois entendu quelqu'un dire que dans la salle, les gens ont failli en venir au maire parce qu'ils ne sont pas d'accord? Non! Mais les observateurs ou les représentants de la CEDEAO ont toujours dit que les discussions ont été empreintes de convivialité. C'est toujours ce qu'on a dit. La CEDEAO a dit aux sorties des réunions. Les discussions ont été empreintes de convivialité. Les parties prenantes se sont félicitées de l'avancement de ceci, cela. On a toujours dit ça. La CEDEAO a toujours dit ça. Dans les communiqués officiels. Dans les communiqués, dans les réactions de ses représentants au comité de suivi. Mais quand l'opposition sort, c'est elle qui crie le plus. Que non, on n'est pas satisfait. Le 20 décembre, l'élection n'aura pas lieu. On a dit ceci, on n'a pas fait. Mais quand ils rentrent dans la salle, ils ne disent rien. Mais vous ne trouvez pas ça suspect, vous? Maintenant, quand les ambassadeurs réagissent, les gens lapident plutôt les ambassadeurs, alors que ceux qui doivent normalement sortir pour dire ce qu'ils se sont dit là-bas, là, ils ne le disent jamais. Quand ils sont rentrés de Conakry, ils ont dit quoi? Ils se sont contentés de dire que non, le président Condé a dit que il faut que la CENI soit dirigée par notre Togolais, nanani, nanana. Mais ce qui s'est réellement passé à Conakry, là, est-ce qu'on vous a dit ça? Non! Mais à ce jour, Conakry demeure un mystère. Mais qu'on nous épargne de tout ce qu'on a mis sur papier, que quoi, ils ont fait compte rendu. Mais écoutez, nous, on n'est pas bêtes. Ce qui s'est réellement passé à Conakry, qu'on nous le dise. Parce que depuis que la rencontre de Conakry a eu lieu, beaucoup de choses se sont passées. Vous ne voyez pas comment les choses se passent depuis Conakry? Mais les gens ne voient pas ça. Et ils sont là, on dit que non, quand les ambassadeurs réagissent, on dit que non, ils sont mauvais, ils ne font pas bien les choses. De grâce, quand vous rentrez voir les ambassadeurs, quand vous rentrez dans la salle du 2 février, quand vous prenez l'avion pour aller dans les pays, quand vous rentrez là, dites-nous fidèlement ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu et ce qu'on vous a dit. Parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté qu'un membre de la coalition qui a pris le contre-pied de ce que la coalition a dit. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas. Justement, voilà. Est-ce que la coalition est toujours à 14 ou bien s'il faut commencer à retrancher des chiffres de la coalition? C'est un sujet assez sensible, mais des informations arrivent de façon assez récurrente pour dire que sous la façade qu'on nous présente, que les débats seraient très houleux au sein de la coalition. La preuve, la coalition dans sa sortie le mardi disait encore que c'est une position unanime et que notamment la coalition appelait au boycott des 3 jours de prolongation du recensement. Et puis, patatras ou bien patati, hier, c'est Maître Tchassona et son parti qui sont, jusqu'à preuve de contraire, encore membres de la coalition, qui sont un communiqué pour appeler plutôt ses partisans et sympathisants de la population à mettre l'occasion des 3 jours de prolongation pour aller s'inscrire. Magloire, c'est la dernière nouvelle qui est tombée depuis hier. Oui, nous avons tous appris la nouvelle hier. Et moi, honnêtement, la lecture que j'ai faite de cette situation, c'est que d'abord, nous faisons partie de ceux qui félicitent vraiment cette coalition-là qui, depuis août 2017, malgré la différence ou malgré leur différence en termes de vision politique, sont toujours ensemble. Et ils le reconnaissent que ce n'est pas parce qu'ils ont tous la même vision, mais ils sont unis pour une cause donnée. Et donc, depuis, ils sont ensemble. Et tout le monde le dit que c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait parce que ça n'a jamais été le cas. Mais cette fois-ci, ils tiennent le bon bout. Mais nous avons également fait partie de ceux qui ont estimé qu'en réalité, la C14 ne devrait pas demander à ses militants de boycotter le recensement. Parce que c'est un acte citoyen. Vous l'avez déjà écrit? Nous l'avons écrit. Agi du recensement dans absolument, sa partie absolument. Nous l'avons écrit parce que nous estimons que c'est un devoir citoyen. La meilleure stratégie serait de demander même aux militants de sortir massivement s'inscrire et d'attendre les consignes qui vont arriver. Mais ce n'était pas le cas. Mais ce que je déplore chez monsieur Maître Tchassona Traoré est que j'aurais aimé que dans la mesure où ils sont dans un ensemble donné, que ça soit une décision unanime. C'est-à-dire que quoi? Tu acceptes être membre de la coalition demande à ce qu'on boycotte le recensement, c'est que tu es dans la masse. Oui, c'est ça. Même si on n'est pas d'accord. Absolument, c'est une question de logique, de principe. Oui.
je le dis, je le répète, nous avons dit en amont que la coalition ne devrait pas en réalité dire aux gens de boycotter le recensement. Mais à partir du moment où tu es membre de la coalition, tu te plies au désirata de la majorité. Question de discipline de groupe. Absolument. Et donc ce qu'il a fait, monsieur Maître Thiassoné Traoré a fait, honnêtement, ça me pose un problème personnel. Mais je ne l'accuse pas dans la mesure où nous sommes au Togo, nous sommes sur un terrain politique et tout le monde sait que bientôt les élections qui s'annoncent vont diviser beaucoup de gens. Et c'est peut-être les signaux qui arrivent. Même au sein de la coalition. Absolument, mais ce n'est pas exclu. Michel, on ne devrait pas être surpris de cette dernière sortie de Maître Thiassoné de son parti. Déjà, à l'annonce du recensement initial, le même Maître Thiassoné avait accordé une interview, je crois, c'est dans les colonnes du confrère Le Changement et autres. Thiassoné avait déjà appelé ses militants, ses partisans à aller se faire recenser, même s'il a été recadré après à la coalition, c'est un fait. Et ce n'était pas lui seul. Il y avait également les propos tenus par un autre membre de la coalition, le Parti Santé du Peuple, avec des propos apolémiques que Dr Kwessan était venu démentir ici, mais on sent depuis que sous la façade des 14, les débats ne sont pas toujours dans un sens unique à la coalition, notamment sur la question du recensement. Ah oui, on sait que il y a des partis gros morceaux qui ont toujours écrasé les autres là-bas, ça c'est clair. Depuis CAP 2000, je sais pas que c'est... CAP 2015 c'est 15, bon, nous sommes en 2018, bon. CAP 2015 jusqu'à CST. Oui. On sait qu'il y a une locomotive là-bas qui a toujours fait la loi, qui a toujours drainé les autres, même dans le mauvais sens. Ça a été toujours ainsi. Et tu l'as dit, je tenais même à relever ça. Maître Thiassoné, c'est pas... d'abord, quand on a annoncé le recensement, il avait émis le vœu que ses militants aillent se faire enregistrer, enrôler. Et ce qu'il dit aujourd'hui, il est en train d'affirmer, de continuer, peut-être même si au sein de la coalition, sa voix ne porte pas, il tient toujours à sa conviction. Mais moi, ça me pose un problème aussi quand j'écoute Maître Thiassoné Traoré, parce que je ne sais pas, jusqu'à ce matin, est-ce qu'il se sent membre de la C14? On le poserait la question si on le voyait. Parce que non, ça dit que c'est... Et puis la C14, est-ce qu'aujourd'hui, au devant de cette coalition, il y a une dame? Est-ce que cette dame considère le MCD comme membre de la C14? Il faut que dans l'opinion, ça soit clair. Parce que, comme Magolo le disait, le groupe est là. Ils sont 14. Si peut-être 12... l'idée de 12 passe et vous êtes 2 à ne pas, mais vous alignez, c'est comme ça. S'ils veulent faire la démocratie en leur propre sein, normalement c'est comme ça. Auquel cas, mais qu'ils claquent la porte. Voilà. Ça dit, s'il n'est pas d'accord, je ne veux pas des gens qui refusent de manger la viande de porc, mais ils peuvent prendre du bouillon. Non, il faut que ça soit clair. Oui. On sait. Après lui, je ne suis pas oiseau de mauvais aigus, mais après lui, il y a d'autres qui vont s'annoncer. Vous allez voir. Oui. Mais déjà, vous allez voir. Au lancement du premier recensement, il y avait également des propos attribués à un autre parti de la coalition, le Togo autrement, avec Fulbert Sassoua Tisso, des propos à lui attribués. C'est ça. Il y a des grincements dedans et c'est sûr que vous allez enregistrer encore des défections qui vont suivre d'ici le 20 décembre. C'est loin, hein, beaucoup de choses vont se passer. Mais moi, j'aurais voulu que si vous êtes vraiment garçon, c'est de dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Et puis, vous démissionnez. Vous allez d'être là-bas, nous dire que non, j'appelle seulement au recensement et je suis d'accord avec les amis sur des principes de... Non. Ça là, on a dépassé ça. Alors, toujours sur ce qui filtre du sein de la coalition, Togo Matin, dans sa parution d'hier, 14 novembre, écrivait ANC et PNP, entre choix cornélien et calcul politicien, Fabre, la peur de perdre le patronat de l'opposition, à Tchadam, le moi qui ne voit aucun autre candidat. Et également sur la participation aux élections législatives du 20 décembre,
l'unanimité ne serait pas tellement de rigueur au sein de la coalition, mais ce sont des indiscrétions. Peut-être que les jours à venir, nous fixerons là-dessus. Ambroise. Oui, je voudrais me prononcer sur la déclaration ou le communiqué de MCD. Vous savez, Metsassono Traoré, moi, c'est un ami, mais il faut avoir le courage de dire la vérité à un ami quand il ne fait pas bien, quand il ne fait pas du bien à lui-même. Sa déclaration n'est que, je crois, de l'eau versée sur le dos d'un canard. Parce que, bizarrement, c'est le moment où la coalition est bien soudée, tel que mon petit frère l'a dit, qu'il choisit de faire cette déclaration. Il a déjà fait quelque chose en 2013. Il avait tenté d'aller aux élections législatives où il n'a pas ouvertement soutenu le RPT uni. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que quand vous êtes soudés, tel que Michel l'a dit, vous êtes soudés dans un groupe, il y a la voix de la majorité. Si la majorité l'emporte, vous vous taisez. Soit vous décidez de quitter carrément le lot, et il y a le NI aussi qu'on peut prendre pour vous remplacer. Parce que le NI aujourd'hui, on comprend que le NI est en train de prendre un autre essor. C'est-à-dire que le NI est bon. Le NI de notre ami quand vous écoutez mon grand frère Dossé Agnon, il faut l'applaudir. Il faut prendre le NI pour remplacer MCD. Il faut les laisser. Je suis en train de... C'est pour faire rire aux gens, mais c'est la réalité qu'il y a d'autres partis plus sérieux. Non, je n'ai pas été du tout d'accord avec Metsassono Traoré en tant que citoyen, mais en analysant, je crois que c'est une trahison il faut choisir les mots justes. Il a joué de la trahison par rapport à... Mais je me dis qu'il peut se rattraper. Il faut se rattraper. Faut pas nous dire que il est un parti indépendant, autonome, d'agir comme il veut. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, il va le dire. Tu ne diras pas ça à l'antenne. Tu ne viendras pas dire ça dehors. Tu le diras au sein de la C14. Tu es d'accord avec eux, tu es dedans, ou tu n'es pas d'accord, tu quittes la C14, et on sait qu'ils sont 13, ou on ne le remplace pas le NI. Merci. Bon, aujourd'hui, comme ça. Pas des preuves avérées, mais la coalition a tenu une réunion le lundi dernier, une réunion qui aurait duré toute la journée. Il semble que les mots auraient volé, soit haut ou soit bas, mais ce sont quand même des indiscrétions qui filtrent et qui laissent croire que ce n'est pas tellement la pensée unique, encore l'unanimité au sein de la coalition, mais nous allons continuer à suivre au fur et à mesure que les informations seront avérées. Nous viendrons vous en parler parce que nous avons pris le pari au club de la presse. Nous avançons des choses autant que possible avérées, des choses autant que possible utiles et pour notre vie en société, dans la bienveillance. Rapidement, et ça c'est pour dire vraiment que rapidement. Oui, parce que mes prestations, on a tout dit sur le cas MCD. Moi, je vais pas m'hasarder à les répéter, mais je pense quand même qu'au niveau du MCD, il va falloir qu'on puisse prendre une position claire, parce que aujourd'hui, je ne sais pas la leçon qu'on voudrait donner à notre génération qui arrive. Et surtout qu'il y a un exemple qui nous vient de la RD Congo. Voilà. La morale dans la politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous n'êtes pas d'accord par rapport à un truc, vous prenez vos clics et claques, vous dites non, et puis vous êtes ailleurs, vous faites vos activités tranquillement. Et vous vous assumez. Le net était au départ avec la coalition des 14, mais à un moment donné, quand le net a senti que ma ligne ne répondait pas à la ligne de la C14, le net a pris ses responsabilités et le net s'assume aujourd'hui et on le constate. Donc, si le MCD trouve que ce que la C14 ne fait plus ne leur répond pas à leur idéologie, le MCD prend ses effets, va ailleurs, constitue son propre truc et puis fait cavalier seul. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui c'est le MCD qu'on voit, demain on ne sait pas qui va claquer la porte. Merci, c'est là-dessus que nous terminons cette émission avec le vœu d'un auditeur qui insiste pour passer par le club de la presse et demander à la CET de prolonger leur promotion qui finit aujourd'hui. Cher ami, nous avons relayé votre vœu, mais sachez quand même que la promotion que la CET avait décidée était limitée dans un délai de temps. La discipline aussi, c'est que il faut apprendre à faire les choses comme il se doit dans le temps qu'on vous a donné. Chacun servi. Maintenant, vos cartons. Moi, je n'ai pas de carton. Coucou à Monsieur Honoré de la direction de l'information civique et à un ami, un policier qui nous suit très très souvent et qui envoie, hier m'a vu et qui envoie spécialement un coucou à Michel Tchadia. Un policier qui envoie un coucou spécial à Michel Tchadia. Oui, le message est transmis. Alors justement, Michel, votre carton, vous? Non, je n'ai pas de carton. Je voulais juste attirer l'attention de la préfecture d'Agoignivé. Je m'entendais. Ouais.
que les rues dont il est question, elles sont encore là. C'est vrai que il y a des tas de je sais pas comment on dit ça, de sable qui sont encore sur ces rues-là, que les entreprises qui ont gagné ces marchés-là puissent vraiment agir vite pour que les gens puissent mieux rouler. Ambroise? Oui, mon carton, d'abord, je voudrais encourager la direction générale de la foi, surtout le directeur général Kweku Johnson Banka, malgré les soubresauts, malgré tout. Déjà, on savait, dans les années 2000, c'était un champ, le site même de du CTF, qui l'a transformé aujourd'hui et qui est là, qui mobilise plus de 300 000 personnes. Il faut l'encourager à organiser cette énième fois. On finit avec le neveu de nos parents de Koumambala, Magloire Teko Kenvi. Oui, mon carton, il est vert. C'est un carton de cœur que j'adresse comme ça à la diva béninoise Angélique Kidjo, qui à Paris tout récemment a honoré la nation du Togo à travers Bella Bello et toute l'Afrique devant les grands. Une prestation d'Angélique Kidjo qui se trouve au centre d'une grande polémique. Absolument, mais moi j'estime que les Togolais ne devraient pas trop lui faire ce procès. Elle a essayé ce qu'elle pouvait faire. Le test, c'est vrai que n'était pas trop juste, mais recevons-le comme cela. Merci. Si vous êtes allé vers le quartier Agoué Limousine depuis hier, on a commencé à curer les caniveaux. Et ce que nous déplorons, ça se répète, on cure les caniveaux et on dépose sur la chaussée les déchets enlevés du caniveau. Ça ressemble à un travail de Prométhée qui serait préjudiciable pour notre environnement, pour notre santé. Oui, ça, j'ai oublié de répondre à mon frère policier qui m'a envoyé coucou. Je voulais lui dire aussi bonjour. J'avais oublié, je voulais juste lui dire bonjour. Merci, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.